Bonjour à toutes et à tous. Nous allons dans cette vidéo aborder le thème de la guerre à l'Est de 1918 à 1923. Après le 11 novembre 1918, alors que tous les pays de l'Est européen, de l'Ouest européen en ont fini avec la Grande Guerre, de multiples conflits éclatent dans toute l'Europe de l'Est entre 1918 et 1923. Cette guerre est principalement causée par l'effondrement des différents empires, tels que l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand ou bien l'Empire ottoman. J'ai donc choisi d'aborder le sujet de deux des guerres qui ont impacté le plus l'Est européen au sortir de la Première Guerre mondiale entre 1918 et 1923. Les pays de l'Est européen comme la Grèce ou encore la Pologne rentrent en guerre, notamment avec la guerre gréco-turque qui aura lieu de 1919 à 1923, ou bien avec la guerre russo-polonaise qui, elle, a lieu de 1919 à 1921. De ce fait, il est donc judicieux de parler de plusieurs guerres qui font suite à la Première Guerre mondiale, ainsi que de plusieurs armistices. De plus, ces guerres peuvent être considérées comme des guerres de territoire. Nous nous demanderons donc quels ont été les pays concernés par les guerres de 1918 à 1923, ainsi que comment ces guerres se sont-elles déroulées. Nous nous intéresserons donc tout d'abord au cas de la Grèce, puis dans un second temps, nous nous intéresserons au cas de la Pologne. La Grèce, elle, est concernée par cette montée en puissance de la guerre et des violences puisqu'elle tente de combattre la Turquie, ce qui crée la guerre gréco-turque qui aura lieu de 1919 à 1922. La guerre gréco-turque est d'abord un conflit géopolitique puisque la guerre en sortant vainqueur de la Grande Guerre, la Grèce en sortant vainqueur de la Grande Guerre, va s'agrandir au détriment de pays tels que la Turquie ou bien la Bulgarie. Les opérations gréco-turques militaires peuvent être divisées en 3 phases. La première phase se déroulant de mai 1919 à octobre 1920, la seconde se déroulant de octobre 1920 à août 1921 et la troisième phase de août 1921 à août 1922. La première phase impliquait les débarquements grecs en Turquie et leur consolidation le long de la côte égéenne. Durant la première phase de cette guerre, l'armée grecque a pour but d'empêcher l'Italie de débarquer en Smyrne. La Grèce, avec le soutien du Premier ministre britannique Lloyd George, va alors choisir de prendre le contrôle de la Smyrne. C'est alors que le 15 mai 1919, les soldats grecs débarquent en Smyrne en ayant toutefois obtenu l'acceptation de Georges Clemenceau et de Wilson. Les négociations de paix en cours, le Conseil suprême de guerre se réunit et va autoriser une offensive grecque depuis la Smyrne dans le but de lutter contre la résistance qui était montée en puissance avec l'arrivée de Mustafa Kemal le 18 mai 1919. Face à toute cette violence et aux batailles qui règnent alors, la France et l'Italie, qui étaient déjà très réfractaires à l'invasion de la Smyrne par la Grèce, décident d'imposer un traité, le traité de Sèvres, le 10 août 1921. C'est un traité qui va céder tout le territoire occidental de la Turquie ainsi que les îles de la mer Égée à la Grèce, en omettant le territoire de Constantinople et ses alentours. En octobre 1921, l'armée grecque qui va avancer encore plus loin avec le soutien du Premier ministre britannique Lloyd George, qui va chercher à accroître sa pression
sur le gouvernement ottoman pour pouvoir imposer des ratifications au traité dans le but d'aider les Grecs. L'objectif stratégique également des opérations menées pendant cette période était de vaincre complètement les nationalistes turcs et de forcer Mustafa Kemal à des négociations. En janvier 1921, en se rendant compte que le traité de Sèvres ne convient plus et qu'il ne fonctionnera jamais, l'armée grecque va ordonner d'avancer et de faire une offensive. Une attaque grecque va alors avoir lieu le 6 janvier 1921, mais elle va être très rapidement stoppée par l'armée turque, puisque la confrontation ne va durer qu'une journée à İnönü, près de Iskesir. Comme il était entendu que le traité de Sèvres ne soit plus appliqué, il va être ratifié lors du congrès de Londres qui va avoir lieu de février à mars 1921. Mais les décisions quant à ces adaptations lors de la conférence de Londres vont être rejetées, que ce soit par les Turcs ou bien par les Grecs. Comme dernière bataille, suite à tout cela, le 26 août 1922, une nouvelle attaque va avoir lieu. Elle va débuter avec les tirs d'artillerie de l'armée turque sur un groupe de 20 000 soldats qui avaient l'intention de créer une ligne de défense autour de Dumlupinar. Mais le commandant grec va réaliser très tardivement que les troupes turques s'étant regroupées, cette ligne de défense ne pourra jamais être. Lors de la bataille de Dumlupinar, entre le 26 et le 30 août, les troupes grecques ne vont pas trouver l'opportunité de s'unir. Donc pendant ce temps, la troisième armée grecque, qui se trouve alors dans le nord du pays, va ordonner l'évacuation des régions de Bandirma et de Moudania, dans le but d'éviter toute violence sur les Grecs. De plus, cette armée qui a suivi une politique de terre brûlée lors de son repli. C'est ainsi que le 9 septembre 1922, l'armée turque atteint la Smyrne. Suite à la victoire de l'armée turque le 30 août 1922, les soldats grecs ainsi que les Grecs présents dans les territoires occupés vont commencer à fuir par peur d'une vengeance des Turcs. Lors de cette défaite grecque a conduit à un coup d'État militaire en Grèce et à l'exil de son roi, ainsi qu'à l'exécution de certains politiciens et soldats qui ont été jugés responsables de la catastrophe en Asie mineure. En outre, la défaite signifiait également la fin de l'hellénisme d'Asie mineure. Le traité de Sèvres ne pouvant plus être appliqué fut remplacé par le traité de Lausanne qui a été signé le 24 juillet 1923 par la Grèce et la Turquie à l'issue de la conférence de Lausanne. Alors que la Pologne fut l'un des pays les plus marqués par la Première Guerre mondiale, de par le fait qu'elle fut le plus grand terrain de manœuvre lors de la Grande Guerre, une nouvelle guerre va commencer entre l'URSS d'une part et la Pologne de l'autre, entre 1919 et 1921. Cette guerre va être nommée de plusieurs façons, dont les deux plus connues, la guerre soviéto-polonaise ou bien la guerre russo-polonaise. La Pologne, qui avait perdu son indépendance en 1795,
vient de la retrouver à ce moment-là, en 1918, puisque la Deuxième République polonaise fut proclamée le 11 novembre 1918. Au début 1919, de premiers affrontements vont éclater par accident sans sans qu'un quelconque ordre ait été donné par les gouvernements impliqués de cette guerre. Les premiers affrontements sérieux vont avoir lieu le 14 février 1919 à proximité des villes de Manevici et de Białoza, en Biélorussie. La Pologne lance donc une offensive au mois de mars 1919. Pour cela, les troupes polonaises traversent le fleuve Niemen et réussissent à capturer la ville de Pinsk. Les deux pays vont toutefois commencer à renforcer leur garnison au mois d'avril 1919. Les bolcheviks vont alors, durant ce mois, réussir à capturer la ville de Grodno et de Vilnius, mais ils vont être très rapidement repoussés par une contre-offensive. Des alliances vont commencer à se former, notamment lors de la conférence d'Helsinki, qui aura lieu du 15 au 22 janvier 1920, lors de laquelle la Pologne tente de se rapprocher de la Lituanie. Mais comme les Polonais ne souhaitent pas céder aux demandes de la Lituanie, les Lituaniens vont préférer aller négocier avec la Russie. La Pologne ayant déjà commencé à créer une alliance, notamment avec leur plus grand allié de cette guerre, la République populaire ukrainienne de Szymon Petliura, qui vit à ce moment-là en exil en Pologne. De plus, les Polonais vont également trouver des alliés en le gouvernement letton, avec qui ils vont lancer des offensives communes au début de 1920. Le front polonais devient alors le plus grand théâtre militaire par le fait qu'on y retrouvera la majeure partie des ressources militaires, que ce soit chez les soviétiques ou bien chez les polonais. L'armée rouge ayant envoyé pratiquement 800 000 hommes sur le front polonais, quant à l'armée polonaise, elle est constituée à ce moment-là d'environ 700 000 soldats. De nombreuses batailles vont alors éclater. Les services polonais vont découvrir qu'une nouvelle offensive russe est à prévoir. En découvrant cela, ils en informent le général Pilsudski, qui va alors faire le choix de lancer une offensive en premier. Pilsudski et Petliura décident alors de lancer l'opération Kiev en avril 1920. Ils ont pour objectif de battre les troupes soviétiques de Trotsky et Staline qui se sont installées sur le front polonais du Sud, et par la même occasion de récupérer l'Ukraine et d'y installer un gouvernement qui serait leur allié. En arrivant en Ukraine en mai 1920, les Polonais et leurs alliés font alors face à une très grande réticence du peuple ukrainien, qui va les voir comme des envahisseurs et des occupants. Donc les Ukrainiens choisissent de combattre avec l'armée rouge. Face à cela, même si en mai 1920 ils réussissent à récupérer Kiev, l'Ukraine, les Polonais et leurs alliés vont battre en retraite en juin 1920, puisque face à la pression et aux nouvelles offensives russes, leur armée est affaiblie. Les soviétiques, face à cette Pologne affaiblie, vont alors décider de lancer une nouvelle offensive le
4 juillet 1920 sur l'axe Smolensk, Brest et Litovsk, en franchissant pour cela la Vuta et la Bérésina. Les Polonais vont alors tenter de répliquer, mais le 7 juillet 1920, ils commencent à se replier. À partir de ce moment-là, le gouvernement polonais commence à comprendre que les Russes souhaitent bien plus que les frontières de l'avant-Première Guerre mondiale. Le 11 juillet 1920, le gouvernement britannique, pour faire face à cela, va envoyer un ultimatum aux soviétiques. Ils vont donc recevoir pour ordre de mettre fin aux hostilités contre la Pologne et d'accepter ce qui sera plus tard appelé la ligne Kherson comme frontière temporaire avec la Pologne, jusqu'à ce que les négociations aboutissent à une frontière permanente. Dans le cas où les soviétiques refuseraient, les Britanniques menacent alors d'aider la Pologne par tous les moyens qui sont à leur disposition. Malgré cela, le 17 juillet, les bolcheviks vont refuser l'offre britannique. Toutefois, ils proposent directement un traité de paix à la Pologne. Le 16 août, la dernière contre-offensive polonaise a lieu. Elle implique l'armée de réserve du chef de l'armée, Pilsudski. À la suite de tout cela, une première proposition de paix soviétique a été soumise le 21 septembre. Toutefois, elle ne sera pas acceptée par la délégation polonaise, qui par ailleurs va déposer une contre-proposition le 2 octobre. À la suite de cela, il y aura de nombreuses négociations, mais l'armistice entre la Pologne d'une part et la République d'Ukraine et la République fédérale soviétique de Russie d'autre part a été signé le 12 octobre et est entré en vigueur le 18 octobre 1920. Toutefois, la paix rentre réellement en vigueur le 18 mars 1921 avec les accords de paix de Riga. En conclusion, nous avons pu remarquer que de nombreux pays ont été impactés par ces deux guerres majeures de l'après-Grande Guerre, puisque par exemple, pour la guerre russo-polonaise, l'Ukraine ou bien les pays baltes ont été très impactés. De plus, que ce soit dans la guerre russo-polonaise ou bien dans la guerre gréco-turque, les grandes puissances occidentales finissent par s'impliquer dans le but de ramener la paix.